Jacques. Bonjour Noémie. Merci de nous accueillir dans votre superbe atelier, rue de Charonne. Vous avez fait grand bruit avec votre œuvre au Centre Pompidou, Messac Live, 20 jours pour un tableau. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours et comment en arrive-t-on à peindre en live 20 jours au Centre Pompidou? Je vais quand même prendre la question dans le sens où vous me la posez, c'est-à-dire je vais d'abord répondre comment on arrive à prendre en live, comment à peindre en live, et puis après je vous dirai un petit peu mon parcours. Donc peindre en live, c'était pas un projet au départ, c'était que j'avais plutôt le projet d'une œuvre assez grande, puisqu'elle fait à peu près 6 mètres de long et 2,50 m de haut, qu'elle a une forme très particulière, donc je me trouvais avec ce projet qui était né dans l'atelier, et je me suis dit, ça c'est un tableau, si je le fais dans mon autre atelier, parce qu'ici il ne rentrerait pas par la porte, il pourrait rentrer à l'intérieur, mais c'est tout. Et donc, personne ne la verra avant peut-être des années, parce que j'aurai peut-être pas l'exposition qui me permettra de la montrer. Donc c'est une œuvre que je vais faire et qui va presque, même en disant ça brutalement, mourir tout de suite. Alors, je me suis dit, l'idéal, c'est de la peindre en public, parce que comme ça, elle va naître, elle va exister dès le premier jour. Et puis, elle va se mettre à vivre. Et donc, ça a été ça, le projet. J'en avais parlé à des responsables du Centre Pompidou, qui ont accueilli le projet avec enthousiasme, puis ça s'est fait. Donc, je résume assez rapidement l'histoire du live. On reviendra peut-être sur l'œuvre elle-même. Alors, après mon parcours, il est à la fois singulier forcément, comme tous les parcours, et un peu banal. C'est-à-dire que je crois que j'étais un adolescent, je pense, dans l'adolescence, plus que dans l'enfance, assez... avec un grand désir d'expression, et je ne savais pas si je voulais être peintre ou autre chose. Quand j'avais 13-14 ans, je touchais un petit peu à tout. Comme tous les gamins de mon âge, j'avais envie d'écrire des chansons et d'être chanteur dans un groupe de rock. Voilà, c'était ça mon truc. et pas forcément d'être artiste peintre. Peindre en live pendant 20 jours avec un public qui vient, qui observe. Si le public observait un peu comme si j'étais une bête sauvage dans une cage et me laissait tranquille tourner en rond, ça aurait été très bien. Non, ça a été très très bien. Ça a été un beau moment, mais la difficulté de ce moment, c'est que je devais à la fois travailler et accueillir ceux qui venaient me voir. Je ne pouvais pas les laisser comme si c'était là juste un moment à me regarder. Donc, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de temps consacré aux autres, et en même temps, il fallait avancer. Ça faisait que les journées semblaient... C'est pas qu'elles étaient longues parce qu'elles étaient pénibles, mais une fois que c'était fini, j'avais envie de rien faire d'autre. Donc, ça a été à la fois un grand moment de joie, de rencontre, à la fois amicale et professionnelle, mais en même temps, à la fin, on dit ouf, et pas seulement moi, Romain qui est là et qui tous les jours tenait le site dédié bien à jour en écrivant ses textes, il était content quand c'était fini aussi. Et cette peinture monumentale, L'amour à cloche-pied, du coup, que signifie-t-elle? Ce que elle signifie, je ne sais pas trop, elle signifie sans doute beaucoup plus que ce que j'ai pu imaginer, mais comment est-elle arrivée, comment est arrivée même cette idée de l'amour à cloche-pied, ça je peux vous le dire. Donc, j'ai eu un temps où j'ai été sculpteur dans ma vie. Et il se trouve que j'ai même fait de la sculpture d'une manière très traditionnelle, c'est-à-dire de la taille directe de marbre, et qu'en ayant pratiqué ça d'une manière assez frénétique, j'ai réussi à me faire très mal à une épaule, au point de ne plus pouvoir sculpter. Donc, j'étais revenu à faire de la peinture, et avec tout de même toujours une nostalgie de la sculpture, et j'aimerais pouvoir continuer à faire de la sculpture d'une autre manière. Alors évidemment, je pourrais utiliser les résines et tout ça, mais bon, je suis pas... ça ne s'est pas réglé comme ça. Ça s'est réglé à travers une tentative
de faire des sculptures qui n'aient plus les inconvénients de la sculpture, c'est-à-dire le poids, l'encombrement et ce genre de choses comme ça. Et j'en suis arrivé à l'idée de faire des sculptures plates, à un moment donné, qui se rangeraient comme des tableaux dans un râtelier. Et alors, si vous êtes même curieux, je peux vous en sortir une tout à l'heure. Ça ressemble à un tableau, mais pas vraiment. Et j'avais fait ça en faisant comme sujet de ces œuvres-là, la partie peinte, est une sculpture. Par exemple, même la petite chose qui est là juste devant vous, en fait, c'est un redin. D'accord. Voilà, c'est l'âge des reins, et que j'ai retravaillé d'une manière, on va dire, plate, en faisant presque une peinture dans l'espace. Et ce travail de relation à la peinture, à un moment donné, comme je manipule beaucoup, je vois beaucoup de sculptures, j'ai moi-même, on va dire, une culture de la sculpture. Je m'intéressais à une des sculptures du Bernin, qui est l'enlèvement de Proserpine, alors par Pluton. Et donc, avec ça, j'avais vu que d'autres sculpteurs avaient traité le sujet, j'avais des petites images montées comme ça, puis je les avais agrafées ensemble, les unes avec les autres. Et ça me donnait une forme un peu bizarre, et en même temps, ça faisait... Je les avais agrafées, au lieu de les mettre côte-côte comme ça, je les avais agrafées un peu décalées, parce que je cherchais un rythme entre ces différentes sculptures, comme si c'était une sorte de chronophotographie. C'est-à-dire dont on aurait vu d'un même sujet, même si, du coup, le Pluton de l'un n'était pas exactement le Pluton de l'autre, et la Proserpine elle-même, elle changeait un peu d'aspect, mais au fond, une fois que je les avais ramenés à des sortes de dessins, ça ne se voyait plus tellement, et moi je cherchais comme un rythme, comme ça, comme si c'était une sorte de danse au fond, parce qu'il y avait beaucoup de dynamique et d'élan là-dedans. Et je me suis rendu compte que les sculpteurs, quand il s'agit de faire, par exemple, on va dire qu'on ne va pas revenir sur le mot d'enlèvement, parce que ça fait des tas de débats qui, moi, ne m'intéressent pas. Mais c'est un homme qui est amoureux d'une femme, qui la prend dans ses bras, il part avec. Alors il la prend dans ses bras, il part avec, évidemment, comme il part, il est sur un pied et pas sur deux. Et comme il est sur un pied, et qu'il s'agit de sculptures qui pèsent quand même lourd, parce que s'il s'agit de marbre, ça ne tiendrait pas, ça serait trop fragile, la base. Donc, en fait, les sculptures, vous avez vu ça 100 fois, s'arrangent pour avoir le long du mollet du personnage, ou un rocher, ou une souche, ou bien encore, même des fois, un autre personnage qui serait collé là, un chien dans le cas du Bernin, puisque on a ce cerbère qui est là le long, donc tout ça pour donner de la solidité à la sculpture. Mais moi, une fois que j'avais ramené ça à une histoire de deux dimensions, une chose plate, une chose en image, ça n'a plus d'intérêt de maintenir tout ça. Donc je m'étais dit, j'enlève le rocher, la souche, le personnage, je coupe, et avec, je coupe l'autre jambe, qui est cette jambe qui était cachée par ça. Et ça m'a beaucoup amusé, cette idée de ce personnage qui partait comme ça, et j'ai fait la relation avec ma juxtaposition d'images, parce que j'ai pensé Marelle. Et donc je me suis dit, l'amour à cloche-pied, je sais pas, c'est venu très naturellement comme titre, et à la fois par jeu, parce que je trouvais amusant les situations, mais aussi à cause de ça, parce que cette idée que l'amour, c'est toujours un peu quelque chose qui cloche. C'est pas que je sois désespéré sur le plan amoureux, loin de là, mais l'amour, c'est jamais facile. Je veux dire, il y a toujours des choses qui vont comme ça, puis on essaye de les rétablir. Et donc j'aimais bien cette idée-là. Puis je trouvais l'expression jolie et justement évocatrice sans donner un sens trop enfermé à la chose. C'est pour ça que je vous ai répondu ça tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que ça dit quelque chose et ce que je voulais, c'était ça. Et si vous deviez définir votre univers en quelques mots, lequel choisiriez-vous ? Ah ben là, il vaudrait mieux que je choisisse que peu de mots. Parce que
Ben, je dirais, mon univers, au fond, comment je pourrais le définir aujourd'hui? J'hésite entre heureux et joyeux. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'un peintre ou un artiste soit très tourmenté. Ça ne veut pas dire que je ne me pose pas des questions, mais je dirais que l'univers de mon travail, je le sens comme quelque chose d'assez, oui, d'assez joyeux, d'assez heureux. J'ai envie justement de donner dans les œuvres quelque chose qui ne soit pas forcément un reflet de la réalité. Je ne cherche pas ça, je cherche plutôt quelque chose qui est justement comme une sorte d'image rêvée d'une réalité assez peu réelle, mais il y a des éléments de réel quand même. Et justement, si on s'intéresse à votre processus de création, on se demande un petit peu quelle est votre journée type. Quelle est la journée type d'un artiste? Quelle est la journée type d'Yvan Messaye? À la journée type, elle est que d'abord, je viens presque tous les jours à l'atelier. Mais même le week-end, ça m'arrive aussi bien que mon épouse préfère que j'aille avec elle pour me promener, voir des choses, mais c'est vrai qu'il m'arrive de venir. Et oui, je viens systématiquement, c'est pas tellement même systématiquement, j'ai envie d'y être, je me sens bien. Vous voyez, en plus cet atelier-là, je l'occupe depuis pratiquement 40 ans. Oui, c'est pour ça aussi qu'il s'abîme un peu, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements en 40 ans. Donc voilà, donc je viens là, et une fois que je suis là, ça y est, je sens que je suis dans mon univers, que je peux travailler. Alors si j'ai, par le passé, parce que ça a changé beaucoup de choses l'histoire de l'iPad, par le passé j'avais toujours un tableau en cours. Donc soit je le reprenais en arrivant, soit je commençais par regarder le courrier comme dans n'importe quelle entreprise, entre guillemets, parce que au fond, moi je le dis, un artiste c'est une entreprise d'une personne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui à la fois fait le ménage, les courses, parce qu'il faut acheter le matériel, crée les choses, et ensuite va essayer aussi de faire sa com. Alors j'ai bien conscience que la réponse n'est pas forcément évidente, mais on se demande souvent combien de temps un artiste, et notamment vous, combien de temps vous mettez à réaliser une œuvre en moyenne? Ben, il y a des jours où si tout se passe bien, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout se passe mal? C'est ça qu'on pourrait dire. Quand tout se passe bien, bon, ben, les choses viennent, s'enchaînent, on a l'impression que tout ça s'est fait avec facilité. Je dirais que, par exemple, la création elle-même, parfois, peut être rapide. L'exécution peut être lente, même dans l'histoire iPad et compagnie, parce que ça veut dire, après, envoyer, imprimer, décider. Il y a quand même du temps. Et je me rends compte, en gros, que je n'arrive pas à faire. C'est pas que je me fixe un but ou une sorte de performance, mais disons que je sais que dans une année, c'est très rare que je fasse plus de 100 pièces. Et justement, vous parlez beaucoup de l'iPad, et donc bah, c'est quand même rare un artiste qui utilise l'iPad dans son processus de création. Du coup, moi je me demandais, et en plus une question qui m'intéresse parce que je travaille dans le numérique, mais comment le numérique a révolutionné ou pas, ou comment il a influencé votre manière de travailler? Ah oui, oui, moi je trouve que c'est formidable. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai acheté un iPad au départ pour juste avoir mes mails avec moi, je sais pas Photos, enfin tout ça, voilà, ce genre de choses qu'on a tous d'ailleurs dans notre téléphone. Donc l'iPad c'est juste un peu plus grand, quoi. Et très vite, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des applications pour dessiner. Donc je dit tiens, je vais en prendre une. J'avais absolument aucune intention. Et c'est en voyage en particulier dans les trains. Bon, je vais dans le Midi, ma mère habite encore là-bas. Je prends le train. Ben, je dis tiens, j'ai mon iPad, je peux dessiner. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire des dessins des personnes qui étaient là dans le train et qui souvent dorment parce que quand les voyages durent plusieurs heures,
tout le monde se met à dormir. Et ceux qui dorment, c'est des modèles vraiment idéaux Ouais, parce que bouge pas. ils bougent pas, etc. Donc je faisais ça. Et je ne me disais pas que je faisais des œuvres. Et puis j'ai trouvé ça tellement sympa, amusant, et je m'y suis mis. Il faut dire qu'entre-temps, j'avais eu dans l'époque, ce qui n'était pas lointaine, des sculptures plates à faire du dessin numérique, c'est-à-dire du dessin vectoriel, pour pouvoir faire les découpes de tout, de mes parties métalliques, là, tout ça. Donc tout ça, je l'avais dessiné vectoriellement en demandant à un jeune garçon de me donner des cours, et donc je m'étais familiarisé avec Illustrator. Il y avait quand même tout ça qui était déjà là. Et puis, à force de faire mes dessins, je me suis mis à dessiner des choses plus librement, sans forcément avoir les gens dans le train à dessiner. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je faisais des choses qui étaient de l'ordre d'une création qui n'avait pas du tout la même allure que les tableaux que je faisais auparavant. Mais je me suis dit, après tout, c'est bien, je vais continuer. Et puis ça a pris très peu de temps à ce que j'en fasse vraiment et que j'y sois. Puis alors je trouve ça très libre, je trouve que les potentialités, la peinture, ce qui est terrible, c'est que on met une grande surface de rouge ou de bleu, mais si on veut changer en disant que c'est du jaune et du vert, faut tout refaire. Là, c'est rien, clac, hop, ça y est, ce qui était rouge est devenu jaune. Et alors ça donne ce côté magique est intéressant. Et quel est votre prochain projet? Avez-vous une exposition en j'ai perspective? des choses à faire là qui sont un peu différentes, oui. J'ai pour le mois de mars, c'est pas si loin, à faire quelque chose dans le cadre de la foire Art Paris. D'accord. Voilà. Et dans le cadre de la foire Art Paris, je fais un commissariat d'expo. Donc c'est un peu différent. C'est une galerie avec qui je travaille, qui est à Lille, qui m'a demandé de faire ça, et j'ai fait une proposition qui a été retenue par le comité de Art Paris autour de la télévision comme objet. Et dernière question, c'est la question que je pose souvent pour finir une interview. Pour les lecteurs du blog, avez-vous soit une expo en ce moment à recommander, soit un artiste coup de cœur que vous aimeriez faire découvrir? J'aime beaucoup des artistes assez loin de moi, au fond. Et voilà, par exemple, je trouve, c'est ça, Philippe Compagnon et Loïc Le Gros-Mélec, c'est ceux-là que je choisis. Super. Merci beaucoup et merci pour le temps que vous nous avez accordé dans notre atelier. Merci à vous d'avoir eu de la patience de m'écouter.